Place au bilan de cette année politique. Alors, un ex-président avait coutume de dire qu'en histoire, rien ne se passe jamais comme prévu. On en a encore eu la preuve avec cette folle séquence électorale. On aura vu des victoires en trompe-l'œil, des perdants qui se prennent pour des gagnants, des soufflets qui montent et qui retombent. Bref, on aura tout eu. Retour sur une année politique à nul autre pareil avec Jonathan Dupriez. Zemmour, futur président. L'hypothèse n'a pas manqué de dynamiter le début de campagne présidentielle. Donné entre 15 et 17% des voix au premier tour, le polémiste d'extrême droite se voyait déjà à l'Élysée, porté par une hypothétique union des droites derrière son projet. Si je gagne cette élection, ce ne sera pas une alternance de plus, mais le début de la reconquête du plus beau pays du monde. Mais sa campagne émaillée de polémiques sans règle. À l'inverse, sa concurrente directe Marine Le Pen sillonne la France à bas bruit sur le thème du pouvoir d'achat, grignotant peu à peu l'espace politique zemmourien. 25% sur le quinquennat pour les fruits et légumes, déjà. Et ça, personne véritablement n'en parlait. Fin février, la guerre en Ukraine change la dynamique de l'élection. Emmanuel Macron retarde son entrée en campagne et reste en surplomb, porté par l'effet drapeau. Il tarde à exposer son programme. Deux mesures seront particulièrement critiquées, la réforme des retraites et celle du RSA. Il y a 9 millions de pauvres dans ce pays richissime. Parallèlement, Jean-Luc Mélenchon progresse dans les sondages en se posant comme candidat du vote utile à gauche. Avec l'affaiblissement d'Éric Zemmour, Marine Le Pen progresse elle aussi sans pâtir de ses accointances avec Moscou. Le premier tour s'annonce serré, mais Emmanuel Macron s'impose avec un score plus élevé qu'attendu, 28%. La droite est sèchement désavouée, Valérie Pécresse échoue sous la barre des 5%. C'est un échec historique. Et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Au terme d'un entre-deux-tours sans ferveur, Emmanuel Macron bat Marine Le Pen et rempile pour 5 ans. À peine l'élection terminée, les regards se tournent vers la bataille des législatives. Jean-Luc Mélenchon réussit le tour de force d'unir la gauche et les écologistes sous la bannière NUP. Malgré une campagne poussive, l'extrême droite fait une percée historique en envoyant 89 députés au Palais Bourbon. La NUP, avec 143 sièges, devient mécaniquement la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Les macronistes, quant à eux, essuient un sérieux revers. Renaissance devra composer avec une majorité relative, obligeant la Première ministre à des compromis. Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense. Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture. Les 5 prochaines années de réforme s'annoncent donc délicates pour Emmanuel Macron. En témoignent les récents débats houleux à l'Assemblée nationale sur les projets de loi Covid ou sur le pouvoir d'achat. Alors ce bilan de l'année, on va le dresser avec nos experts ce soir. Saveria Rojek, bonsoir, vous êtes journaliste. Vous venez de publier Résurrection, les coulisses d'une reconquête chez Stock. Alors une reconquête, c'était pas celle d'Éric Zemmour pour le coup, mais c'était celle d'Emmanuel Macron. J'accueille également Nicolas Prissette, journaliste et fondateur du média fondamental.fr. Et puis, à vos côtés, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur et directeur d'Atlantico, un habitué de ce plateau. Et puis, dans le rôle d'une chroniqueuse politique, Émilie Zapalski, qui m'accompagnera évidemment tout au long de l'émission. Alors, je voulais vous commencer quand même en vous posant une petite série de questions qui vont rythmer ce débat. Avec la première, qui est le ou la grande gagnante de cette séquence politique? Qui veut commencer? Saveria Rojek. Sans surprise, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un autre grand gagnant qu'Emmanuel Macron, parce qu'il a néanmoins, malgré tout ce qu'on peut dire, il a néanmoins réussi le tour de force de se faire élire pour la première fois hors période de cohabitation pour un second mandat présidentiel. Il faut se rappeler... C'est d'ailleurs aussi l'objet de mon livre, de l'enquête que je mène. Il faut se rappeler la haine qu'il suscitait à l'époque des Gilets jaunes. Je pense qu'aucun autre président sous la Ve République n'a été haï comme il a été haï, lui. Nicolas Sarkozy, c'était pas mal non plus, non? Oui, mais rappelons-nous effectivement les manifestations avec sa tête au bout d'une pique. Enfin, il y avait une violence, j'ai trouvé, sur sa personne, sur son épouse, qui n'était pas... Nicolas Sarkozy, c'était plus sa personnalité. Enfin, c'était autre chose, en tout cas. Et comment, Emmanuel Macron réussit ce tour de force. Alors, peut-être que les circonstances l'expliquent, notamment la guerre en Ukraine, on va peut-être en parler. Mais je trouve qu'il reste le grand gagnant. Enfin, qui fait mieux que gagner une élection présidentielle cette année et néanmoins, malgré tout ce qu'on peut dire, également une élection législative.
Nicolas Prisset? Oui, alors je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense que je l'ai mis dans la catégorie. J'ai hésité avec Mélenchon, mais Mélenchon non, pas du tout. Non, j'ai mis Emmanuel Macron plutôt dans la catégorie des perdants, mais on pourra y revenir. Pour moi, la gagnante, c'est une femme, c'est Marine Le Pen, parce qu'elle a une présidentielle où elle arrive au second tour. Certes, elle sait qu'elle va perdre, mais elle en tire des bénéfices nouveaux en termes de notabilisation. Et puis, elle a ce groupe inespéré à l'Assemblée nationale. Elle a progressé partout. C'est le seul parti politique, le Rassemblement national, qui peut présenter autant de gains, et y compris être élu désormais en duel aux législatives face à des candidats de la majorité notamment, alors que par le passé, le Front National avait des députés uniquement dans des triangulaires, dans des circonstances parfois particulièrement discutables. Mais aujourd'hui, il est un parti qui est en train de progresser, qui a des nouvelles bases, qui a une force politique à l'Assemblée nationale, qui est en capacité de faire ou de défaire des majorités sur des textes, sur des articles. On l'a vu cette semaine. Et donc pour moi, c'est Marine Le Pen qui aujourd'hui, je ne dis pas que ça va être comme ça pendant tout le quinquennat, mais en tout cas qui aujourd'hui est dans une situation, qui sort plutôt dans une position de force, même si elle n'a pas remporté la. Mais oui, mais dans une position de force qui était inespérée pour elle. Émilie ? Moi, je suis complètement d'accord avec Nicolas. Je pense que vraiment, Marine Le Pen a gagné. Le pouvoir d'achat, le fait de s'être mis sur cette thématique du pouvoir d'achat avant les autres, et d'une manière très rentable, puisque la guerre en Ukraine nous a remis une couche là-dessus après le Covid. Je pense qu'elle a fortement gagné. 89 députés RN, il va falloir voir comment ils se professionnalisent. Ça va être un petit peu l'enjeu. Mais c'est une force incroyable. Il va falloir aussi voir comment ils jouent l'opposition, entre constructif, raisonnable, et quand même garder cette espèce de caractère un petit peu à rebrousse-poil. Ça va être un peu l'enjeu de demain. Moi, je pense que ce qui a véritablement changé, c'est qu'on parle plus d'extrême droite. On n'arrive plus à parler d'extrême droite. Ça ne revient plus du tout là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément évolué cette année. C'est vraiment le bout du bout de la normalisation, de l'institutionnalisation, de la notabilisation. Je crois que là, elle est au summum. Jean-Sébastien Ferjou. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Non, mais je trouve qu'il y a surtout des faiblesses qui se regardent en chien de faïence, et que chacun est sur des faiblesses. Alors oui, Emmanuel Macron, incontestablement, a regagné l'élection présidentielle, et personne ne peut contester ce résultat-là, ni effectivement le côté à la fois sans précédent et pas gagné d'avance. Marine Le Pen a de nouveau échoué. Mais elle a progressé. Oui, Marine Le Pen a de nouveau échoué, effectivement, à la présidentielle. Maintenant, là où je trouve que ce sont surtout des faiblesses qui se regardent en chien de faïence, c'est qu'à chaque fois, ce sont des gagnants par défaut. C'est parce qu'ils ne sont pas les autres. Regardez Marine Le Pen, elle gagne pas. Mais comme le disait Nicolas Prisset, il y a un résultat inespéré pour le groupe Rassemblement National, alors qu'elle ne fait pas véritablement campagne pour les législatives, principalement parce qu'elle n'est pas les deux autres. Ou en tout cas que les candidats RN ne sont ni des candidats soutenus par Emmanuel Macron, ni les candidats de la NUPS. Et donc, on est dans cette espèce de phase-là. Donc pour moi, le gagnant, ça serait peut-être plutôt une institution, le Parlement, parce que le contexte politique actuel... Non, mais c'est une bonne chose en matière de démocratie, parce que ça fait bien longtemps qu'on a oublié la séparation des pouvoirs et qu'on a oublié l'équilibre des pouvoirs. Enfin, il suffit de relire Montesquieu pour le savoir. Et j'espère, parce que nous sommes uniquement dans le potentiel en l'état, mais j'espère que ça permettra de revitaliser la démocratie française. Et je pense qu'il faut aussi, dans les gagnants, dire sans doute un mot de Jean-Luc Mélenchon, qui reste un des grands gagnants de l'année, même si il n'a pas paradoxalement été élu puisqu'il ne s'est pas présenté, mais néanmoins, il réussit le tour de force, votre reportage le montrait bien, d'unir autour de lui une gauche. Alors c'est peut-être une gauche radicale, une gauche clivante, mais c'est une gauche qui respire encore, ce qui n'était pas gagné il y a quelques mois. C'est vrai, on y reviendra aussi à l'avenir de la gauche tout à l'heure. Rapidement, un grand perdant, une grande perdante. Oui, je l'ai évoqué Emmanuel Macron pour vous, à l'instant. Bon, pour moi, c'est Emmanuel Macron, parce qu'on a un président de la République... Quand même gonflé, il a quand même gagné. Non, mais comme ça, voilà. Attendez l'argument. On a un président de la République qui est réélu, c'est exceptionnel, et qui est quand même capable de perdre les législatives. Je dis perdre parce qu'il a perdu la main. Et aujourd'hui, pour faire passer ses réformes, il est obligé de négocier article par article avec des gens qui sont tous contre lui. Donc il n'est plus le chef de l'État et du gouvernement et de la majorité capable de faire tout ce qu'il veut pendant ce quinquennat. Maintenant, il est lié, il a son destin lié avec ce que vont bien vouloir lui concéder des oppositions qui se projettent déjà dans 5 ans, alors que lui, il ne sera plus là. Donc c'est une circonstance politique qui est assez exceptionnelle. Il y a déjà eu des majorités relatives dans le pays. Il y en a déjà eu, et pas uniquement sous la Ve République. Mais d'avoir un président de la République réélu avec, on l'a entendu dans le reportage, un score supérieur à celui de 2017, et qui est
en incapacité de pouvoir mener sa politique, c'est quand même une circonstance à laquelle on s'attendait, là encore, il parle pas de du tout, et qui est en situation de faiblesse. Il va découvrir la culture du compromis, mais il n'est pas en incapacité de gouverner. Pardon, mais entre le projet d'Emmanuel Macron présenté aux Français à l'élection présidentielle de cette année et ce qui va être mis en œuvre par la voie législative. Jusqu'à présent, en même temps, on ne savait pas ce qu'était le projet. On aura de la peine à mesurer la Il y a un doute sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire. Certes, mais pardon, mais pour ce qui est du projet, il nous a rappelé dans sa dernière interview qu'il allait faire les retraites, faire l'assurance. Mais ça, c'est des paroles verbales, ça, c'est des intentions. Attendons de voir les actes. Votre perdant ou votre perdante, l'immense perdant, à mon sens, reste Éric Zemmour. Il y a encore 6 mois, nous tous, observateurs politiques, on regardait ce phénomène qui avait éclos en quelques semaines et qui était à quasiment 15%. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit au second tour, qu'il éclipse complètement Marine Le Pen. Et 6 mois plus tard, voilà, c'est aussi la magie de la politique, c'est de voir à quel point un phénomène gonfle et puis se dégonfle aussi vite. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'a pas été élu, il n'a pas été présent au second tour, il n'a même pas un seul député. C'est ça aussi qui est intéressant. Et il était battu lui-même, dans le Var. Lui-même battu, mais parce que Reconquête, son parti, a eu des adhésions. Enfin, financièrement, on pensait qu'au moins il y aurait une sorte de rattrapage aux élections législatives. Et même là, ça n'a pas fonctionné. Jean-Sébastien ? Moi, je dirais le cercle de la raison. Ce qu'on a appelé le cercle de la raison depuis... Oui, mais derrière la faiblesse d'Emmanuel Macron, il y a ça on aussi. rappelle ce que c'est pour nos téléspectateurs. C'est une seule politique possible, en gros. Voilà, il y a une seule politique possible. C'est un peu ce qui s'est mis en place à partir de 1983 avec la politique du Francfort. Et ce dont je parle, ce n'est pas cette politique-là en particulier, mais c'est la manière dont ça s'est décalé dans le temps et dont il y a eu une espèce d'asphyxie intellectuelle. On a mis le système français, les élites technocratiques françaises ou technopolitiques françaises ont mis à l'écart tous les gens qui parfois osaient penser différemment, alors de Jean-Pierre Chevènement à Philippe Séguin ou à d'autres. Et on voit bien, et regardez ce qui est en train de se passer à l'Italie à l'heure actuelle, c'est la même chose, c'est tout un logiciel intellectuel qui est finalement celui qui constitue notre monde et qui a, sans trop le vouloir totalement d'ailleurs, mis en place cette espèce de mondialisation à la fois, ou de capitalisme très mondialisé et très financiarisé, et en disant il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre voie que celle-là dans nos engagements européens, dans nos engagements énergétiques. Sauf que le temps a passé et que justement on se rend compte que beaucoup des décisions qui étaient présentées comme raisonnables, tous les autres étant décrits comme démagogues, comme incompétents. D'ailleurs, c'est encore l'argument qu'a employé pour l'essentiel Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, en disant elle est à la fois dangereuse pour la République et incompétente. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que le cercle de la raison a fait la preuve en quelque sorte d'une part de son incompétence, ça rend pas les autres compétents pour autant. Mais quoi qu'il en soit, ce recul-là et ils sont au pied du mur, et pour que le système s'en sorte, il va bien falloir qu'il accepte de revisiter cette histoire des 30-40 dernières années, mais qu'on peut décliner surtout sur l'autorité de l'État, sur l'éducation, Nous sommes à un vrai moment où la déconstruction a fini par produire ses effets et où il va falloir reconstruire. Émilie ? Moi, je suis assez d'avis d'Éric Zemmour, et c'est d'ailleurs rassurant parce que cette espèce de monomaniaquitude sur le grand remplacement, mais ça n'a pas fait long feu, ça fait beaucoup d'effets. Quand il n'était pas candidat, il a beaucoup augmenté sa notoriété et son spectre médiatique. Quand il n'était pas candidat, ça a fait un flop quand il a fallu parler d'économie, d'autres sujets. Il fait 7% pour une première candidature dans une élection où des candidats traditionnels de partis traditionnels. Oui, il l'a fait, mais il a fait sur un effet temps assez réduit et il n'est plus rien. On pourrait parler aussi de Valérie Pécresse aussi, parce qu'elle n'a pas trouvé sa ligne, elle n'a pas trouvé son ton, et les LR n'ont globalement pas trouvé de figure pour être représentée. Ça a été quand même un beau flop aussi. Mais très charitable avec Anne Hidalgo. Sur Éric Zemmour, je pense que c'est un échec pour Éric Zemmour incontestablement, y compris d'ailleurs pour un certain nombre de gens qui se sont engagés à ses côtés, mais c'est aussi une forme d'échec des médias. Moi, je crois qu'il y a deux démocraties qui vivent en parallèle. Il y a une démocratie médiatique, des sondages, de l'opinion, des polémiques sur des plateaux de chaînes d'infos qui font le tout venant pendant un quinquennat. Puis il y a la démocratie institutionnelle avec les élections, et notamment l'élection présidentielle, une fois tous les 5 ans. Et les deux ne se superposent que très imparfaitement, sauf que souvent, quand on fait de l'analyse politique, on a le nez collé uniquement sur la démocratie médiatique, sans se rendre compte que les électeurs, ils sont très loin de ça, et que parfois, justement, il y a des effets d'emballement médiatique qui ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on dit les Français. Il n'y a pas tellement d'emballement médiatique. Non, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, mais juste, il n'y avait pas eu de bulle. Sans que ce soit un grand perdant, est-ce qu'il n'y en a pas un qui a raté le coche? C'est Yannick Jadot, au fond. Parce que tout le monde parle de lutte contre le réchauffement climatique. La primaire des écolos, c'était pas si mal passé que ça.
Je me suis posé la question de le mettre dans les perdants, jusqu'à ce que je réalise qu'il avait fait nettement mieux que Valérie Pécresse, mieux que Anne Hidalgo, ce qui déjà est pas mal. C'est pour ça que je dis sans en faire un grand perdant, mais les écolos, ils ont un peu raté. Voilà, ils ont eu les résultats législatifs n'étaient pas si mauvais également. Certes, aujourd'hui, non, mais vous avez raison, il y a quelque chose de, il a raté le coche, comme vous le dites. Effectivement, il aurait pu prendre la tête, incarner cette gauche social-démocrate, écologiste. Ils sont battus avec Anne Hidalgo et finalement ni l'un ni l'autre n'ont réussi. Et le candidat de la raison, un peu comme vous dites, Jean-Sébastien, est resté Emmanuel Macron pour ces derniers scrutins. Et d'ailleurs, par rapport à Yannick Jadot et aux écologistes, ils ont du mal à se positionner dans cette nouvelle NUPS. On les voit pas vraiment, on les voit pas émerger comme une force un petit peu de voix. Julien Bayou a beaucoup de mal à se positionner dans cette force politique. Et c'est davantage un sujet Europe Écologie Les Verts que Yannick Jadot. Que Yannick Jadot, mais pas tout à fait. Pas tous en même temps. Il a néanmoins remporté la primaire de son mais parti. c'est pas tout à fait qu'un parce que Yannick Jadot, justement, c'est pas Julien Bayou. Yannick Jadot a tenté d'incarner une ligne, pour le coup, raisonnable. Là, je le dis, j'en parlais de manière péjorative concernant le cercle de la raison. Je n'y mets pas de connotation péjorative en ce qui le concerne, sauf que ça n'a pas marché du tout. Et c'est tout l'échec de cette gauche. Mais on voit bien qu'il y a une impossibilité face à ce défi climatique de trouver la stratégie politique qui marche. La stratégie de l'anticapitalisme, de la décroissance et du catastrophisme, elle ne marche pas. Toutes les stratégies à la Greta Thunberg, ça ne marche pas, ça ne marche dans aucune démocratie occidentale. Sauf que les mêmes continuent à essayer de déployer la même stratégie. Lui a essayé autre chose, il a échoué justement dans cette autre chose, mais au moins l'intention était louable. Il change un peu de discours parce qu'il parle d'investissement et de taxes. Oui, mais c'est pour ça que je dis, l'intention était louable, à mon sens en tout cas. On va parler d'étiquette ou de sensibilité un peu, désormais pas seulement de personnalité, on y reviendra. Avec une petite phrase qu'on a beaucoup lue cette année, c'est que la France n'a jamais été aussi à droite. C'est vrai, Nicolas Brissette ? Alors c'est vrai si on regarde les déclarations des Français quand ils sont interrogés pour se positionner sur un axe droite-gauche. Et c'est vrai qu'il y a un déport à droite qu'on voit de plus en plus accentué au fil des années. Là, je fais référence aux enquêtes du CEVIPOF qui sont assez précises sur ce point-là. Ça, c'est on va dire la demande. Mais après, côté de l'offre politique, il y a aussi, on vient d'évoquer, une faiblesse de la gauche qui fait que la droite focalise toute l'attention. Et le coup de Jean-Luc Mélenchon d'arriver à fédérer cette gauche et à lui donner davantage d'allant et davantage de désirabilité, si je peux le dire, pour ses électeurs, a montré que, bon, même s'il y avait de la part des Français une demande de droite, ou en tout cas un positionnement à droite qui est assez majoritaire, il y a une gauche qui existe toujours et qui reste assez forte avec une demande d'identité de gauche qui est particulièrement prononcée. Alors après, on rappelle que le total gauche aux législatives, il est quand même inférieur à celui de 1993. Oui, mais la demande d'étiquette de gauche, si je peux dire comme ça, la demande d'étiquette de gauche, elle reste très forte, très vivace. Après, le contenu, bon, les gens paraîtraient trop regardants. Mais comment dire, on ne peut pas déduire que les valeurs de la gauche seraient minoritaires dans l'opinion, par exemple. Ça veut dire qui on met à droite aujourd'hui ? Qui vous mettez à droite, vous ? Ça commence à partir d'Emmanuel Macron, j'ai envie de dire, que je classerais plutôt au centre droit. Et pour répondre à votre question sur qui sont effectivement... est-ce que la France est le plus à droite ? Force est de constater que les deux candidats, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, qui sont arrivés au second tour de l'élection présidentielle, sont des candidats de droite. Alors Emmanuel Macron, certes de centre droit, peut-être une droite très très modérée, et Marine Le Pen, une droite qu'on appelle plus extrême, mais qui reste de l'extrême droite ou une droite nationale ou radicale, voilà, à définir. Ce qui me semble intéressant, c'est que ces candidats autoproclamés de droite font aujourd'hui campagne, et encore aujourd'hui, sur des thèmes, j'allais dire, de gauche, c'est-à-dire on soutient le pouvoir d'achat, on soutient les services publics, c'est une plus forte demande de services publics, que ce soit Marine Le Pen, vous l'avez rappelé, Émilie, qui a fait toute sa campagne sur effectivement le pouvoir d'achat des Français, que ce soit aujourd'hui même Emmanuel Macron, qui encore hier dit ce qui nous sauve effectivement des catastrophes climatiques, eh bien c'est l'État, on va racheter plus d'appareils pour combattre le fait que l'État protecteur, il n'y a plus de libéralisme de droite économique, mais il y a... Dans cette droite autoproclamée, dans les échecs classiques que nous connaissons tous, qui néanmoins défend aujourd'hui des thèmes qui sont des thèmes... mais ça, je pense que c'est la pandémie qui a tout changé, c'est le quoi qu'il en coûte qui a tout changé, cette demande effectivement très forte de services publics que des candidats autoproclamés de droite ne se cachent plus de défendre en fait. Jean-Sébastien, on en parlait tout à l'heure, pour la première fois, l'extrême droite a dépassé la barre des 30% au premier tour, si on additionne Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. On a
on peut le rappeler, le score de Marine Le Pen au second tour, c'est surtout au nombre de voix que je trouve que c'est important, 13,3 millions de voix. Et pour la première fois, on l'a dit aussi enfin, l'extrême droite qui fait une entrée en force au Parlement. On posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore parler d'extrême droite pour vous? Et qu'est-ce qu'on met dans l'extrême droite? Tout dépend si on regarde les électeurs ou si on regarde les différents représentants, les différents élus des partis. Il y a au RN un héritage, une filiation idéologique qui sont incontestablement liées à l'extrême droite. Que vous avez senti dans la campagne? Pas apparent. Non, parce que je trouve la chasse fasciste est totalement grotesque, puisqu'il n'y a pas dans la vie politique commune. Il y a des gens qui peuvent être sur les marges de la vie politique française. On les a vus dans certains meetings, effectivement, avec peut-être des ménages qui n'avaient pas été suffisamment faits dans la campagne d'Éric Zemmour notamment. Ça peut exister, mais ça reste très marginal, et je ne crois pas que ça existe dans l'électorat. Il n'y a pas de demande d'extrême droite au sens de retour à ce qui serait un régime très autoritaire et un régime qui installerait une espèce de ségrégation entre les citoyens à raison de caractéristiques religieuses, ethniques ou autres. Donc de ce point de vue-là, non, je ne crois pas qu'il y ait encore d'extrême droite. Il y a quelque chose qui ressemble le plus à une espèce de droite populiste. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Parce qu'on dit qu'Emmanuel Macron, je suis d'accord, je ne vais pas me battre là-dessus, on peut dire qu'Emmanuel Macron est de centre-droit ou que Marine Le Pen est de droite. Mais c'est quoi la droite? À mon sens, la droite, c'est quand même, en général, préférer la liberté à l'égalité. Je ne suis pas sûr que ça qualifie ni l'un ni l'autre. Je suis même assez certain de l'inverse, parce que Emmanuel Macron, on l'a vu dans la gestion de la pandémie. Le champion de la liberté, non Non, Emmanuel Macron est au contraire celui qui a le plus piétiné, je pense, dans l'histoire de la République, la culture des libertés publiques, en ne faisant d'ailleurs aucune proportionnalité entre les restrictions aux libertés publiques et l'efficacité qu'on pouvait en attendre. Quant à Emmanuel Macron sur l'économie, il n'est pas du tout libéral. Emmanuel Macron, c'est le pur produit dont je vous parlais, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette matrice intellectuelle des élites françaises qui considèrent que l'État doit tout gérer, avec en plus l'aspect narcissique, c'est-à-dire que quand on considère qu'en plus l'État c'est moi, vous voyez qu'on est quand même assez loin de ce qui pourrait ressembler à un environnement libéral. Après, Marine Le Pen, elle n'est pas libérale non plus, elle n'est pas fondamentalement conservatrice non plus. C'est-à-dire que les deux piliers qui fondent tous les grands partis de droite de gouvernement dans la plupart des démocraties occidentales, le libéralisme et le conservatisme. Alors quand on dit ça, c'est pas le libéralisme vouloir tout Goldman Sachsiser, ni le conservatisme au sens de retour en arrière tout. Non, quelque chose qui considère qu'il y a des héritages à préserver d'une part, et qu'on préfère malgré tout la liberté économique au fait que l'État s'occupe de tout. Et bien ça, la droite française, bizarrement, elle ne veut ni l'un ni l'autre. Elle ne l'incarne pas. Alors on va parler sécuritaire. On va parler de la droite française et on va parler des Républicains, parce que les Républicains, ils avaient un peu fondu comme neige au soleil, et puis on a l'impression qu'ils reprennent du poil de la bête depuis ces derniers jours. On va en parler avec Steve Jourdain. Oui, alors Steve, ils ont repris du poil de la bête, les Républicains? J'y étais. Je pourrais dire à mes enfants, à mes petits-enfants que j'y étais ce soir, ce fameux soir de défaite pour Valérie Pécresse, dimanche 10 avril, maison de la chimie à Paris, vous en rappelez sans doute. C'était un soir de revers historique pour le grand parti gaulliste, moins de 5% à l'élection suprême, tout simplement du jamais vu. Les barons de la droite parlaient alors de claques, d'humiliation, de mort du parti. Il faut dire que c'était la 3e défaite de rang après 2012 et 2017. Et tout le monde, à droite, voyait venir les élections législatives du mois de juin avec crainte. Résultat, ça va, les LR sauvent quand même les meubles. Certes, ils étaient plus de 100 avant les élections, mais ils ont quand même sauvé 62 sièges à l'Assemblée nationale. Après l'annonce des résultats, Christian Jacob pouvait montrer les muscles. Écoutez-le. Du quinquennat par Emmanuel Macron, le fait qu'il a instrumentalisé les extrêmes, on l'a vu à l'élection présidentielle, il a continué avec les élections législatives et ça amène ce résultat. Et encore une fois, la balle est dans son camp aujourd'hui, mais pour nous, il n'y a pas d'ambiguïté. Nous sommes dans une opposition déterminée à Emmanuel Macron. Alors, une opposition déterminée, disait Christian Jacob, qui depuis, on le sait, a pris du champ, puisqu'il n'est plus à la tête du mouvement. Elle est devenue bienveillante plutôt, non, cette opposition, depuis ces derniers jours? Elle n'allait surtout pas dire ça aux élus LR. Et pourtant, effectivement, Mathieu, avec l'examen des premiers textes au Parlement, on voit le rôle central qui est en train de jouer le parti LR dans la fabrique de la loi. Un rôle de force d'appoint aux côtés de la majorité relative d'Emmanuel Macron, avec évidemment des exigences sur des points clés des projets de loi. Tenez, prenons par exemple le projet de loi
sanitaire. Il a été adopté par le Sénat à majorité de droite dans la nuit. Les sénateurs ont réintroduit un dispositif proche de ce que souhaitait le gouvernement à l'origine et qui avait été supprimé par les députés avec le feu vert du Sénat confirmé en commission mixte paritaire. L'exécutif pourra demander un certificat sanitaire de voyage aux personnes qui entrent sur le territoire français en cas d'apparition de nouveaux variants. En bref, le gouvernement voulait rétablir le pass sanitaire à partir de 12 ans. Le Sénat dit oui, mais sous certaines conditions. Il y a quelques nuances, mais la philosophie n'est pas très éloignée entre les macronistes et les LR. Mais surtout, Mathieu, ne prononcez pas le mot rapprochement devant Bruno Retailleau ou Philippe Bas. Ce n'est pas un rapprochement, c'est un bras de fer. C'est le résultat d'un bras de fer. Depuis toujours, le Sénat cherche à apporter quelque chose à la loi. Et je vous signale que sous le précédent quinquennat, nous avons abouti à de très nombreux accords, en particulier sur la lutte contre le Covid. Donc, c'est notre travail. Nous le faisons depuis longtemps. Nous continuerons à le faire. Nous exprimons dans le vote de la loi nos propres convictions. Ensuite, nous en discutons avec nos collègues députés. Et si on prend en compte notre point de vue, que nous croyons juste par définition, alors nous signons au bas du parchemin un accord pour que la loi soit améliorée. Prochain rendez-vous capital pour les LR, la désignation d'un nouveau patron d'ici à cet hiver. En coulisses, la bataille sur la ligne a déjà commencé. Merci. Alors, même ratatinés, ils peuvent prendre leur revanche, les Républicains. Ils peuvent être les arbitres de ce quinquennat, Nicolas Prissette? Bien sûr, ils sont aujourd'hui dans une position exceptionnelle d'avoir pris une claque monumentale à la présidentielle et en même temps d'être capable d'imposer peut-être à Emmanuel Macron des amendements, des modifications à ses projets parce qu'il a besoin d'eux pour faire passer les textes et pour que l'Assemblée puisse fonctionner le temps que ça durera, parce qu'il y a un moment où vraisemblablement l'histoire sera différente. Mais bon, là, ils sont dans une position exceptionnelle de négociation et d'arbitrage. Alors ici au Sénat, bien sûr, c'était déjà le cas avant, mais à l'Assemblée nationale, je pense qu'ils ne s'y attendaient pas eux-mêmes. Après, dans les premiers votes qu'on voit des articles sur le projet de loi pouvoir d'achat, on voit qu'ils ne sont pas tous à l'unisson. C'est-à-dire que l'ensemble du groupe... On a même vu des bisbilles entre les députés et les sénateurs. L'ensemble du groupe républicain, déjà à l'Assemblée même, n'a pas... tous les députés LR n'ont pas tous voté en faveur des premiers articles qui ont été discutés. Mais bon, ils sont en tout cas en cette capacité de peser sur le gouvernement et de faire valoir certains choix. Et donc ça, c'est quelque chose qui était absolument inattendu. Et alors, dans cette année 2022, on a vu aussi, il y a des choses à gauche. On a vu renaître l'union de la gauche, ce vieux rêve. Ça peut durer, Saveria Rojek? Force est de constater. Non, je suis pas sûre. Je pense qu'effectivement, on voit déjà, on les a vus se déchirer avant même que la NUP existe réellement. On a vu effectivement certaines figures. C'est une ancienne figure du Parti Socialiste, c'est un ancien ministre hollandais, certaines figures actuelles comme Karl Delga, la patronne de la région Occitanie, qui était contre. Mais qui ne font pas partie de la NUP. Qui était contre, effectivement. Non, mais je parle de cette gauche dont est issue une partie de la NUP. On voit que ce qu'il en reste du PS derrière Olivier Faure a rejoint effectivement la NUP. Combien de temps, on parlait tout à l'heure des écologistes, combien de temps les écologistes modérés derrière Yannick Jadot ou les socialistes qui restent des socialistes modérés vont pouvoir tenir au sein de cet assemblage assez clivant, assez radical que reste la NUP? On les voit depuis quelques jours dans l'hémicycle. Ils sont extrêmement bruyants, plutôt radicaux. On voit bien qu'ils ne cherchent absolument pas le compromis. C'est-à-dire ils ont une attitude même qui est complètement opposée aux députés du Rassemblement national. Conflictualiser, voilà. C'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon. Combien de temps des socialistes, des écologistes vont tenir là-dedans? Je ne pense pas que ça tienne effectivement très très longtemps. Jean-Sébastien Ferjou, grand artisan de cette union par la force, d'une certaine façon, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui était le troisième homme de la présidentielle, mais qui aujourd'hui se retrouve sans mandat. Il ne s'est pas représenté. Est-ce que la France insoumise peut survivre à son chef ou sans son chef? Oui, probablement, parce qu'il a quand même quadrillé. La France insoumise survivra plus facilement que la NUP, incontestablement. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon représente un peu une malédiction comme Jean-Marie Le Pen. C'est-à-dire Jean-Marie Le Pen a réussi à faire du FN quelque chose qui n'aurait jamais dû être, parce que pour le coup, la création du FN, c'était vraiment le rassemblement de courants d'extrême droite divers, d'ailleurs très opposés les uns aux autres. Il a porté ça à un niveau électoral quasi inespéré par rapport à ce qu'était le produit politique premier. Mais ça a été la malédiction aussi, c'est-à-dire que c'est le
comme dans un Jokari, c'est le fil qui vous rappelle une fois que vous êtes parti trop loin. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il réussit, grâce à une forme de très grande intelligence politique, il réussit un vrai coup, mais en recréant la gauche, en la reconstruisant sur un centre de gravité qui est trop décalé, vraisemblablement, par rapport à ce qu'est l'électorat de gauche, et surtout avec un choix qui porte les choses sur les sujets sociétaux, c'est-à-dire qu'on le voit bien, c'est très inspiré, on appelle ça le wokisme maintenant, et c'est assez peu reconstruit, il y a assez peu de propositions véritables sur la question économique et sociale, et c'est ce qui affaiblit la gauche comme la droite. Il n'y a plus de discours économique et social. C'est d'ailleurs une de ces leçons de cette séquence électorale, c'est qu'il n'y a pas eu tellement d'idées neuves, si vous en avez vu. Mais non, mais regardez, même le pouvoir d'achat, rien que le fait de parler de pouvoir d'achat, pardon, je vous laisse la parole, Émilie, est déjà un renoncement intellectuel, parce que le pouvoir d'achat, c'est un résultat, ça n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est la création de richesse qui permet de garantir le pouvoir d'achat. Alors les partis sont mortels, on le sait, Émilie, justement, est-ce qu'ils servent encore à quelque chose ? Oui, alors juste une observation là sur la NUPS, parce que ça fait plusieurs fois qu'on dit que la NUPS va mourir, et à chaque fois, finalement, elle est toujours là. Et simplement sur les sujets, ce que vous disiez, le fond, moi j'ai l'impression qu'il se passe quand même à l'Assemblée, même si ça n'aboutit pas, des oppositions de projets de société, justement, qu'on commence à reparler du fond, alors qu'on l'avait complètement oublié auparavant. On propose des projets de société qui sont très opposés, qui sont sur des valeurs économiques, sociales, industrielles, financières, qui sont très différentes. Ça se discute, ça va pas beaucoup plus loin sur les projets de loi, mais en tout cas, il y a des discussions. Je vous ai coupé. Non, mais c'était... Et moi, je suis entièrement d'accord avec vous. On a vraiment quelque chose de... qui peut-être ressemble à des débats qu'on a déjà vécus, notamment dans les années 80 sur le plan économique, mais en tout cas des débats qu'on n'entendait plus. Et on les a à nouveau sur le pouvoir d'achat, par exemple. On a entendu un débat entre ceux à gauche qui misaient tout sur les salaires et puis d'autres au centre droit qui étaient plus sur la question de la prime. Bon, bah là, on a typiquement quelque chose qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Alors peut-être que c'est pas nouveau pour ceux qui ont déjà vécu ça il y a une dizaine, une trentaine d'années, mais on a aussi d'autres débats qui sont sur la posture politique ou la stratégie politique et le comportement politique. Et ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce qu'on a d'un côté des gens qui sont à droite ou à gauche dans une forme de radicalité en disant pour changer les choses, il faut agir vigoureusement, quitte à ce qu'il y ait des perdants et des gens qui en souffrent immédiatement, les riches quand on est de gauche par exemple. Et puis en face, un camp, alors c'est peut-être pas le camp de la raison, mais en tout cas, c'est les réformistes qui pensent que les choses vont pouvoir s'améliorer par la négociation, le compromis. Bon, je détaille pas davantage. Mais ce débat politique, ce débat sur les modalités de l'action politique, on l'avait pas entendu aussi clairement pendant des années. Et là, il renaît, et c'est quand même très intéressant parce que les questions posées sont absolument essentielles. Il renaît, mais regardez. Juste les petites phrases de l'année quand même. Je vous avais demandé peut-être d'y penser. Je vous en propose 4. Vous allez me dire laquelle vous parle le plus. Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une majorité de députés insoumis. Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence, mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions et toujours constructive. Depuis des mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. 2 craintes les hantent. Celle du grand déclassement, avec l'appauvrissement des Français, le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école. Et celle du grand remplacement, avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente. Bon, alors je vous ai pas mis le bon vin, le bon fromage de Fabien Roussel, ni l'appel à l'aide de Valérie Pécresse. Enfin bref, j'aurais pu en mettre beaucoup. Laquelle vous marque le plus comme phrase politique de l'année? Peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre parce que pour moi, c'est la quintessence de la politique. C'est la force des mots. Grâce à cette formule, grâce à ces mots, il a en quelques jours et à force de répétition dans les médias, alors parfois vociférante avec ses troupes certes, mais néanmoins il a réussi à renverser effectivement, c'est de la stratégie politique extraordinaire, c'est la stratégie politique d'une force incroyable, il a réussi à renverser effectivement en partie dans l'opinion publique le résultat d'une élection, de faire en sorte que les législatives soient le 3e tour. C'est le coup politique de l'année pour vous. Donc pour moi, non mais oui, mais c'est la sémantique aussi, c'est par ces mots-là qu'il réussit ce coup-là. Donc, et ça prouve aussi que la politique reste ça, reste la puissance et la force des mots et de la rhétorique.
C'est l'art du verbe, et la ce rhétorique. verbe-là a changé les choses. Donc, c'est pas que ça a été performatif, parce qu'il n'a pas été Premier ministre, mais par son expression, il a changé une destinée politique, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Et pour toutes les autres phrases qu'on vient d'entendre, on n'a pas une seule dont l'impression reste. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, quand il dit voilà, c'est un nouveau mandat, un nouveau président, on a déjà oublié. On l'a déjà oublié. Jean-Sébastien, vous auriez choisi les mêmes? Oui, incontestablement, c'est celle qui a été la plus efficace dans les effets. C'est là où on voit que la parole peut être performative. Pour le coup, les autres, je suis un président nouveau avec un mandat nouveau, je sais pas quoi, on s'en souvient déjà plus. Après, sur le fond, la stratégie, mais ça n'est pas la manière dont c'est formulé qui est plus efficace, c'est probablement celle de Marine Le Pen, qu'elle évoquait dans la phrase que vous avez diffusée sur sa volonté de respectabilisation. Mais elle est en ça très largement aidée d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. En quelque sorte, on pourrait dire qu'Éric Zemmour l'a dédiabolisé, Jean-Luc Mélenchon la notabilise. Alors, avant de conclure ce débat, on va faire un petit aperçu sur la saison prochaine. Une personnalité à suivre ou une révélation qui va compter pour vous, Nicolas Prissette? Il y en a pas mal en fait. Alors j'en citerai. Mais oui, parce qu'on a un personnel politique un peu renouvelé, donc j'en citerai deux. Sandrine Rousseau pour les écologistes, parce qu'à chaque fois qu'elle parle, on l'écoute. On se dit mais qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir dire cette fois-ci. Donc voilà, ça fait partie du talent politique, quoi qu'on pense de ses options. Et puis peut-être aussi Valérie Rabault à gauche, parce que on l'évoquait tout à l'heure, la NUPS. Quel sera son avenir? Quel pourrait être le rôle ou le positionnement d'une Valérie Rabault? Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Jean-Sébastien Ferjou, si vous deviez faire un pari entre l'explosion de la gauche ou l'union des droites, vous feriez quoi comme pari pour l'année prochaine? Plutôt l'explosion de la gauche. Je ne crois pas que l'union des droites se fera l'année prochaine. Et une révélation, vous en avez une? Quelqu'un à suivre? C'est pas une révélation, mais moi, quelqu'un que je trouve particulièrement intéressant, et d'ailleurs aujourd'hui était une journée importante avec les décisions de la Banque Centrale Européenne sur les taux, c'est Christine Lagarde, parce qu'on ne mesure pas ce que la France doit à Christine Lagarde. Elle nous a protégés des pressions allemandes pour augmenter les taux d'intérêt. Les Allemands n'ont pas du tout la même vision de la politique monétaire que nous, et on a beaucoup de débats en France sur le pouvoir d'achat, machin. Ça, on sait faire des chèques, mais on ne se pose pas la question de comment on a gagné l'argent avant. Il se trouve quand même que nous faisons partie d'une zone monétaire commune et que les fondamentaux de notre croissance, de notre richesse, de notre prospérité, ils se jouent beaucoup à Francfort. Et Christine Lagarde a de ce point de vue-là très bien défendu les intérêts de la France et a beaucoup plus d'impact que Bruno Le Maire ou n'importe quel autre ministre de l'économie et des finances n'en aura jamais. Émilie, une révélation à suivre? Moi, je pense qu'il y a Gabriel Attal qui a bien mené son chemin en tant que porte-parole, maintenant ministre des Comptes publics, un jeune qui a vraiment le verbe, qui a la politique, qui est nuancée, qui a probablement de l'avenir. Et qui a une promotion ministre des Comptes publics. Au budget, exactement. Saveria, vous qui avez bien étudié le cas Emmanuel Macron, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire dissolution ou pas de dissolution dans la prochaine saison? J'en sais rien. Je ne suis que journaliste politique et on ne fait que se tromper en permanence. Donc, non, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, oui, si les blocages... Non, mais en même temps, on voit que lors de l'examen des premiers textes, on voit que les négociations semblent aboutir avec les Républicains. On en parlait à l'instant. Si elles aboutissent et qu'il n'y a pas de blocage complet sur le passage des réformes, sur le vote des réformes, je pense que la dissolution n'arrivera pas dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Mais néanmoins, si le blocage se fait entre effectivement la NUP d'un côté et le Rassemblement national de l'autre, il n'aura d'autre choix que de dissoudre. Pour les révélations, voilà, moi je trouve qu'à suivre, Elisabeth Borne, parce que je pense que c'était une nomination, mais qui était assez controversée. On était tous sceptiques quand elle a été nommée. Et je trouve, pour l'observer depuis les premières semaines effectivement de sa nomination, je trouve qu'on voit qu'elle prend goût à l'exercice, que le discours de politique générale, on voit qu'elle prend goût effectivement à cette joute verbale qu'est l'hémicycle. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Je pensais à Aurore Berger aussi, parce qu'une femme aussi jeune, c'était pas la candidate de l'Élysée. C'est un peu l'année des femmes 2022. Une femme Premier ministre, une femme au perchoir. Voilà. Non, mais Aurore Berger a pris la tête effectivement du premier groupe parlementaire de la majorité. C'était pas la candidate de l'Élysée. Elle va jouer un rôle essentiel effectivement dans les négociations. On dit que la politique va se faire désormais au Parlement. Elle aura un rôle au premier plan. Et de l'autre côté de l'échiquier, je pensais à Jordan Bardella, qui a un parcours que je trouve sans faute, qui aujourd'hui est à la tête du second parti de France, qui va sans doute... Très jeune. Il a 26, 26 je crois. Donc très jeune, parcours sans faute. Il ne s'est pas mis en danger. Il va sans doute hériter du second parti de France à la rentrée. Eh bien, merci à tous. C'est la fin de ce premier débat.